Allez, c'est parti. Cette semaine, je vous entraîne à la redécouverte de Julien Duvivier en compagnie de Patrice Lecomte. Autre grand réalisateur à l'honneur, Brian De Palma, à qui le journaliste Samuel Blumenfeld consacre un livre somme. Et on termine avec L'Ensorceleuse, qui inspira Billy Wilder et Orson Welles, entre autres Marlène Dietrich, qu'on retrouve à l'occasion d'une expo photo à Paris. À l'occasion de la sortie d'un somptueux et indispensable coffret DVD consacré à Julien Duvivier, poète de la noirceur et auteur corrosif, tiens, en là, qui se fout des camps, dira-t-on, lui. Nous avons demandé à Patrice Lecomte de nous dire son attachement pour ce réalisateur injustement détesté par la nouvelle vague. Dommage. Vous ne le méritiez pas. Stéphane Charby et moi-même, Patrice Lecomte, première. Car Patrice Lecomte a au moins un point commun avec Duvivier. Tous les deux ont adapté le roman de Simenon, Les fiançailles de Monsieur Hir. Duvivier mettra en scène Michel Simon dans un magnifique brûlot, tandis que Patrice Lecomte choisira Michel Blanc pour ce drame intimiste. Quel aurait été votre parcours de réalisateur si vous n'aviez pas découvert Julien Duvivier? C'est vrai que les films de Duvivier ont alimenté mon imaginaire, mes rêveries, parce que c'était des films écrits magnifiquement. La qualité de l'histoire, du scénario, des personnages, des situations, ça me bluffe, ça m'enchante, ça me charme. Nous allons évoquer le 14 juillet sentimental d'une petite parigote. C'est ça. Et nous intitulerons le film « La fête à Henriette ». Ça sera complet. Tiens, tu as quelquefois de bonnes idées malgré toi. On dit souvent de Duvivier que c'était un très bon technicien. Et je trouve ça très réducteur. Parce que certes, c'est un bon technicien, c'est quelqu'un qui est du bâtiment, il sait comment on fait du cinéma, il sait comment on fait des bons films, il maîtrise ça parfaitement, de manière intelligente et sensible. Henriette. Mais c'est également évidemment un poète, parce que s'il n'était que technicien, les films seraient ennuyeux. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez Duvivier, c'est que c'est un cinéaste très noir, quoi, très très noir. Alors il s'en amuse dans La fête à Henriette, par exemple, parce que c'est deux scénaristes qui sont censés inventer une histoire. Il y en a un qui est un optimiste et l'autre qui est un pessimiste. Et c'est à mourir de rire. Voilà. Notre héroïne sera dans la couture. Petite main et orpheline. Orpheline. Oui, les orphelines remportent toujours un grand succès. Oui, nous essaierons d'avoir un tout petit succès sans orpheline. Pour notre héros... Si on en faisait un maître nageur, un moniteur. Si on en faisait un postier ambulant. Celui-ci, oh non. Ce qu'il y a de marrant dans La fête à Henriette, c'est qu'il y a effectivement des tas de plans qui sont... filmé de traviole en italique, si on veut. Et ces plans de traviole, ils sont inouïs parce que ça dit simplement ce sont les scènes inventées par les deux scénaristes et elles sont un peu obliques parce que c'est comme s'ils étaient en train de les écrire. Alors que les deux scénaristes, le joyeux et le sombre, qui se chicanent en permanence, eux, ils sont filmés d'une manière classique, quoi. Hein. C'est assez marrant, cette écriture-là. Oui. Et qu'allons-nous faire du cadavre? Tout le drame est là. Escamoter le cadavre? Comment? Il va lui falloir traverser Paris en fête, Paris en coquette. Ici, nous atteignons le sommet du film. Oui. Eh bien, redescendons de ces hauteurs et parlons sans délirer, veux-tu? Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, d'emprunter des plans à Duvivier? J'ai pas souvenir avoir emprunté des plans à Duvivier. Ah si, en fait, si, ah bah si, bien sûr. C'était dans Pépé le Moco. Quand il se décide à quitter la Casbah, Jean Gabin, donc Pépé, il est filmé soit de face, il descend, soit de dos, et on voit des rues défiler en travelling arrière ou en travelling avant. Et puis d'un seul coup, il y a la mer, ce qui est une vision totalement irréaliste, quoi. C'est la mer plein cadre. Et quand j'ai fait La Veuve de Saint-Pierre, à la fin, Daniel Auteuil et le personnage qu'il joue, le capitaine, est fusillé. Et puis à un moment, au ralenti, il regarde vers le haut, comme s'il regardait vers sa femme. Et là, j'ai incrusté la mer. Donc c'est piqué, mon hommage, appelons ça comme on voudra. Mais c'est Duvivier qui m'a inspiré cette petite folie, quoi.
Si pour Duvivier, les sujets importent autant que la manière de les réaliser, c'est qu'il a compris que la mise en scène, c'est aussi l'exploration de l'espace pour capter le mouvement des personnages entre eux. En cela, son film Marie-Octobre, construit comme un huis clos, se révèle être un tour de force. Dis donc, je te croyais encore professionnel. Oh non, depuis que j'ai failli me casser la colonne vertébrale en faisant un châssis, j'ai compris, puis place aux jeunes, hein. Dans Marie-Octobre, ça se passe dans une seule pièce. Ça pourrait être du théâtre, si on veut, parce que ça se passe en temps réel. Il n'y a pratiquement pas d'ellipse dans le film. Et quand on pense que cette heure et demie n'a pas été jouée au théâtre et enregistrée par 5 caméras, mais que ça a été tourné sans doute en 2 mois de tournage, peut-être, ou 6 semaines, j'en sais rien, donc avec des ruptures, avec des trucs, des machins, je ne sais pas. Sincèrement, quand je vois un film comme Marie-Octobre, je ne sais pas comment c'est tourné. Notre réseau a été livré. On s'en doutait un peu. Livré par l'un de ses membres. Par l'un d'entre nous. Comme on arrive à organiser la chorégraphie des personnages, la caméra glisse, revient sur Daniel Darieux qui dit une phrase. Je répète, notre réseau a été livré à la Gestapo par l'un d'entre nous. C'est prodigieux parce que c'est jamais une mise en scène ravenarde, allez se brouffe, regardez ce que je sais faire, mais c'est tout le temps placé, chorégraphié, juste comme il faut. Et quand on voit le film, on a l'impression que ça a été tourné en 1h30, ce qui n'est pas le cas. Vous aviez tourné Monsieur Hir, mais d'après Simenon, si vous deviez revisiter un film de Duvivier, vous qui aimez les acteurs. Alors, je rêve de faire La fin du jour avec toute la bande du Splendide quand il serait très très vieux en déambulateur et compagnie, avec des vieux très méchants. Alors, il faut replacer l'histoire du film. On suit en fin de compte les derniers, du moins les jours de comédiens qui vont finir dans une pension pour artistes. Ils continuent à être cabotins, ils se chicanent en permanence. Certains ont été très connus, d'autres beaucoup moins. Il y a des grands rôles et des petits rôles. Quand mes amis du Splendide seront très très vieux, on fera un remake de La fin du jour avec eux, avec des vieux très très méchants. Des bronzés à l'hospice. Non, je suis pas sûr que ça... En noir et blanc, ce serait marrant. Kirk Douglas, Al Pacino, Tom Cruise, Sean Connery ou encore John Travolta. Brian De Palma a tourné avec les plus grands et sa filmographie est composée de classiques comme Blowout, Carrie, Les Incorruptibles, Scarface ou encore Phantom of the Paradise. Brian De Palma, ce sont 5 décennies d'une carrière émaillée de succès, mais aussi d'échecs. Fuck you. Non, fuck you. Les journalistes Laurent Vachaud et Samuel Blumenfeld ont rencontré à plusieurs reprises le cinéaste et dévoilent le contenu de leurs passionnants entretiens dans un luxueux ouvrage accompagné de 6 films du maître. Cette ressortie augmentée de nouveaux textes est l'occasion de discuter avec Samuel Blumenfeld, co-auteur du livre, pour savoir ce qui fait de Brian De Palma un réalisateur à part. Tell me, Gillian. How is he? Soyez attentifs, de gauche à droite, vous pouvez voir ici Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas et Francis Ford Coppola, le noyau dur de ce qu'on appelle dans les années 70 le nouvel Hollywood. En une poignée de films, cette petite bande a bouleversé les règles, mais De Palma se démarque plus que les autres. Il n'y a pas d'obsession du succès chez De Palma. De Palma est un metteur en scène qui prend régulièrement des risques considérables pour son cinéma sans considération commerciale. L'échec de Blowout, en fait, cause la fermeture de la société de production qu'il avait produit à l'époque, qui s'appelle Filmways. Alors, De Palma ensuite plaisante en disant « mais écoutez, vous n'êtes pas un véritable metteur en scène tant qu'un de vos films n'a pas provoqué la fermeture de la maison de production qui l'a produit ». Ses grands succès, Les Incorruptibles, Mission Impossible, il s'est bien gardé d'en réaliser des suites. Ses confrères ont régulièrement réalisé des suites. Steven Spielberg, Francis Coppola, et George Lucas, qui lui n'a fait que réaliser des suites. Alors que Steven Spielberg sortira pas moins de 2 films en 2018 et que Scorsese collabore avec Netflix, Brian De Palma, lui, peine à s'adapter à son époque. Le cinéma, en fait, a effectué la plus grande révolution de son histoire, c'est qu'en fait, ce cinéma est passé de l'âge analogique à l'âge numérique.
Eh bien, durant cette période, en fait, un metteur en scène comme Brian De Palma a du mal à trouver ses repères. Il ne s'y retrouve pas. Et en fait, ce que raconte ce livre, c'est aussi quelqu'un qui finit par être décalé dans le paysage hollywoodien d'aujourd'hui. Et si finalement Brian De Palma n'avait pas tout simplement peur de reproduire la fin de carrière de son idole, Alfred Hitchcock, avec lequel il partage une obsession pour le thème du voyeurisme? Tous les metteurs en scène américains cinéphiles, leur cauchemar, c'est de réaliser Complot de famille d'Hitchcock, ce qui est l'image du dernier film raté, l'adieu en forme d'échec. De Palma vous le dit clairement, après 60 ans, aucun réalisateur ne produit son meilleur travail. Donc il y a une extrême conscience quand même chez lui de savoir que ses chefs-d'œuvre sont derrière lui, qu'il ne les fera pas. Des chefs-d'œuvre du brillant De Palma à redécouvrir avec un regard nouveau. Faite pour l'amour de la tête aux pieds, chante ici Marlène Dietrich. Elle a 29 ans et elle ne sait pas encore qu'elle va devenir l'incarnation de la femme fatale au cinéma. C'est cette icône que la Maison européenne de la photographie célèbre grâce à plus de 200 photos récoltées par un seul homme, le commissaire d'exposition Pierre Passebon. Mais pour débuter, pourquoi cette affiche ? La carrière de Marlène Dietrich étant très longue, j'ai choisi la photo où on ne voit pas son visage, justement parce qu'elle est indatable. On ne peut pas savoir l'âge de Marlène sur cette photo. Je la trouvais extrêmement graphique, parce qu'elle est comme un signe. Elle arrête le regard d'une façon évidente. Quand Joseph von Sternberg révèle La Berlinoise en 1930, Marlène Dietrich n'a pas encore eu de rôle à la hauteur de son talent. Ils vont tourner ensemble 7 films en 5 ans, parmi lesquels Agent X-27 et bien sûr Shanghai Express, la transformant en un symbole de l'élégance et du glamour. Sternberg, quand il l'avait découverte, il disait qu'elle avait les yeux bleus d'un officier prussien. Dans son livre, il est très étonné que personne avant lui n'ait vu la beauté de cette femme. Marlène est une architecture parfaite. Sternberg lui avait appris la lumière, donc elle était sublimée par les éclairages. Son corps, son visage, son ossature était extrêmement photogénique. Toutes les photos que vous voyez sont extrêmement travaillées. Marlène était très perfectionniste, donc ses séances de photos pouvaient être très longues. Et elle intervenait sur tout. Elle adorait le vêtement, donc elle intervenait déjà sur le vêtement. La lumière, elle faisait même venir Sternberg, même après qu'il ait fini ses films, même après 1936, il continuait à aller en studio éclairer Marlène. Elle avait devant elle un énorme miroir, donc elle se reflétait, et elle dirigeait. Donc souvent, le photographe se sentait l'assistant de Marlène, ou de Sternberg, juste pour appuyer sur le bouton. Le seul qui lui a vraiment résisté, c'est Irving Penn, qui lui avait dit « Ici, vous êtes Marlène Dietrich et je suis Irving Penn ». Marlène est indépendante, libre, engagée. Après avoir fui l'Allemagne nazie, elle est naturalisée américaine en 1939 et s'envole pour l'Europe et l'Afrique du Nord, chanter devant les GIs. C'est pendant la guerre qu'elle rencontre Jean Gabin, dont elle dira qu'il fut le seul homme qu'elle n'ait jamais aimé. Elle est aussi la première actrice hollywoodienne à s'afficher avec sa fille, cassant la politique des studios, habitués à cacher la maternité de leurs actrices. Marlène Dietrich est extrêmement moderne parce qu'elle domine toujours son sujet. Quelles sont les tenues les plus masculines ou les robes les plus baroques ou les chapeaux les plus incroyables, elle échappe à la mode, elle n'est jamais démodée. C'est sa façon d'être qui est moderne. Quand elle a commencé à se présenter avec des vêtements masculins, à l'époque, c'était assez sulfureux, puisque c'était les Amazones à Berlin ou ailleurs qui s'habillaient comme ça. Mais dès que Marlène s'est habillée comme ça, elle n'a pas fait penser à une Amazone, elle a fait penser à une femme moderne, reprise par Saint-Laurent, et c'est ça la modernité de Marlène. Elle impose et elle domine. Et si on ne devait garder qu'une seule photo de l'expo, ça serait celle-ci, 1952, par Milton Green, jambes interminables, le visage caché par un voile de cheveux. Dietrich est un mythe à redécouvrir pour en apprécier toute la splendeur.
La semaine prochaine, derrière ses lunettes noires à la Godard, le parolier et écrivain Yves Simon partage avec nous son histoire d'amour avec le cinéma. L'illustrateur El Carava nous plonge dans son univers très cinéphile. Et on passera un moment avec Éric de Marsan, le seul compositeur à avoir travaillé 3 fois de suite avec Jean-Pierre Melville. Ça te fait une belle jambe. Demain.